Pour commencer notre voyage dans le passé, revenons 4600 ans en arrière au temps de Khéops. Pour sa dernière demeure, ce roi égyptien a fait construire une pyramide monumentale. Comment ce gigantesque édifice haut de 150 mètres a-t-il pu être construit en moins de 30 ans, alors que les Égyptiens ne connaissaient ni la roue pour transporter les blocs de pierre, ni le fer pour les tailler? Aujourd'hui encore, plusieurs thèses s'affrontent, E=M6 a mené l'enquête. Le plateau de Gizeh, aux portes du Caire. C'est ici qu'il y a 4600 ans, le roi Khéops a fait construire sa tombe, la Grande Pyramide. Un édifice monumental, plus de 2 fois la hauteur de Notre-Dame de Paris. La plus grosse construction de pierre jamais réalisée par l'homme. Sans connaître la roue ou la poulie, les Égyptiens ont donc réussi un incroyable travail, empiler près de 2,5 millions de blocs de calcaire jusqu'à une hauteur de 140 mètres, poids moyen de chaque bloc 2,5 tonnes. Le tout était autrefois recouvert d'un parement. Une écorce de pierre parfaitement polie et ajustée. On en voit encore une trace au sommet de Képhren, la pyramide voisine. Sur Khéops, ce parement a totalement disparu. Mais qu'y a-t-il sous la pierre? Eh bien, principalement 3 chambres mortuaires, toutes destinées au roi Khéops. Les autres pyramides, elles, n'en possèdent qu'une en sous-sol. La construction de Khéops a donc été bien plus compliquée. Visite guidée. Un couloir très étroit permet d'atteindre la chambre principale où se trouve toujours le sarcophage de Khéops. Comparativement à la taille de la pyramide, cette pièce semble minuscule. Pourtant, pour la construire, il a fallu déployer des trésors d'ingéniosité. Alors, comment les Égyptiens ont-ils mené à bien un tel projet? D'abord, en taillant à la main des millions de blocs dans le calcaire. Nous sommes seulement à la fin du néolithique, c'est-à-dire de l'âge de la pierre. Les principaux outils sont donc des percuteurs en pierre et quelques outils en cuivre. Deuxième problème, comment ces blocs étaient-ils déplacés? À l'intérieur d'une tombe voisine de la Grande Pyramide, des décors donnent quelques indices. Le principe est simple, c'était un attelage humain qui tirait la charge posée sur un traîneau de bois. Pour faciliter la glisse, d'autres ouvriers arrosaient le sol. Pour finir les travaux dans les temps, c'est-à-dire en 30 ans, il a fallu transporter ainsi un bloc toutes les 3 minutes. Les pharaons, il est vrai, n'avaient pas de problème de main-d'œuvre. Le chantier devait se composer d'au moins 35 000 travailleurs, généralement payés en rations de pain et de bière, car à l'époque, l'argent n'existait pas encore. Il y avait bien sûr les tailleurs et les tireurs de blocs, mais aussi des contremaîtres, des architectes et bien d'autres professions nécessaires à la vie du chantier. Témoin de cette logistique, cette fouille à environ 2 km de la pyramide. Il s'agit d'un cimetière d'ouvriers. Un site qui a apporté de nombreuses informations sur le quotidien des bâtisseurs. En étudiant les squelettes, nous avons découvert que les ouvriers mouraient en moyenne à seulement 30-35 ans. Deuxième information importante, toutes les colonnes vertébrales comportent des déformations. Cela veut dire qu'ils déplaçaient de lourdes charges. Mais comment ces bâtisseurs ont-ils pu monter ces énormes blocs à plus de 100 mètres de haut? Pour les égyptologues, l'hypothèse la plus probable est celle d'une gigantesque rampe sur laquelle les ouvriers faisaient monter les blocs. La rampe s'élevait au rythme de la construction et, comme elle, se rétrécissait en montant. À la fin des travaux, la rampe composée de briques et de déchets de calcaire était tout simplement détruite. Cette hypothèse rallie les suffrages des spécialistes, d'autant que des restes de rampe ont été découverts sur des tombes de nobles à 30 km de la Grande Pyramide. Alors, c'est une petite rampe puisque la structure que vous avez derrière vous est une tombe de nobles et donc n'est pas une très grande structure, mais il faut imaginer que probablement pour les pyramides, le même système était employé, mais évidemment sur des largeurs énormes et avec un volume de briques considérable.
Et oui, cette rampe devait être tellement colossale qu'elle suscite bien des questions, d'autant que personne n'en a jamais retrouvé la moindre trace autour de la Grande Pyramide. Alors, y aurait-il une autre solution ? Direction le nord de la France. C'est en effet ici, à Lille, qu'un ingénieur a imaginé une méthode différente. Son approche est très éloignée de celle des égyptologues. Il n'a d'ailleurs jamais mis le pied en Égypte, lui raisonne simplement en ingénieur. Avec une idée de base, Khéops est un client. Quand je me suis attelé à la construction de la pyramide, j'ai considéré qu'elle n'était pas encore construite et que Khéops venait de me passer une commande pour la construction. J'ai travaillé dans le bâtiment et je me suis dit, il y a d'autres techniques dans le bâtiment, l'organisation des hommes, l'organisation des machines. Résultat, 8 années de réflexion et de tests dans le secret de sa cave. Tous les matériaux disponibles à l'époque des pharaons sont utilisés. Du bois pour les instruments de levage ou du chanvre pour les cordages. Seule la brique du Nord a remplacé le calcaire égyptien. Tout est passé au crible, les poids, les frottements, la longueur des câbles de chanvre. Et tout cela parce que pour lui, la thèse de la rampe n'est pas logique. Je ne vois pas un entrepreneur penser la chose suivante. Je dois construire une pyramide, donc je vais construire et la pyramide et un plan incliné énorme à côté, et puis ensuite je vais détruire le plan incliné. Je crains que, je suis même persuadé que l'entrepreneur se dira, il y a une chose en trop, je ne vais pas construire trois choses, faire trois choses pour une seule. Voilà pourquoi j'ai voulu imaginer autre chose. Or, comme la pyramide a déjà des faces inclinées qui permettent le montage des pierres, autant utiliser ces faces existantes pour monter les pierres. Voilà. En utilisant les faces de la pyramide pour monter les blocs, on éloigne la grande masse des ouvriers du sommet où ils auraient vraisemblablement gêné le travail d'assemblage. Les ouvriers chargés de tirer les blocs se seraient donc trouvés à l'opposé, au pied du chantier, où ils auraient formé de grands engrenages humains pour monter les pierres via de longs cordages. Selon ces calculs, une équipe de 670 ouvriers pouvait ainsi monter un bloc de 3 tonnes. Et plusieurs équipes travaillaient en parallèle pour achever le chantier dans les temps. Avantage énorme de cette méthode, le chantier n'était pas menacé par un encombrement, un risque qui existe avec une rampe. Dans un chantier, on s'arrange toujours pour trouver un système où on ne peut pas être bloqué. Vous vous rendez compte, avec le système du plan incliné, s'il y a une pierre qui coince à un endroit, il y a 36 000 ouvriers en arrêt de travail sur le chantier. Il ne faut jamais se permettre ça, hein, parce que c'est pas possible, ça. Avec ce principe, la Grande Pyramide aurait même été terminée en 27 ans, c'est-à-dire dans les temps réclamés par le client, le roi Khéops. Reste que si l'hypothèse est séduisante, elle ne semble pas intéresser les scientifiques. Quelle que soit la méthode de construction, il faut rendre hommage à ces bâtisseurs. Avec de telles tombes, ils voulaient affronter l'éternité. Pour l'instant, ils ont réussi leur pari. L'archéologie ressemble à une enquête policière. Tant qu'on n'aura pas découvert une preuve indiscutable de la manière dont on a construit la pyramide, le mystère continuera. La France est d'une incroyable richesse archéologique. Savez-vous par exemple qu'elle est sillonnée en tous sens par de véritables autoroutes de l'Antiquité construites par les Romains il y a 2000 ans. Pour s'en apercevoir, rien de mieux qu'un petit tour en hélicoptère, décollage au-dessus de la Gaule romaine. 50 avant Jésus-Christ, l'époque de Jules César. La France, qui s'appelle alors la Gaule, est sous la domination de l'Empire romain. De cette époque, il reste des monuments grandioses, mais les plus extraordinaires sont les moins connus. Ce sont de gigantesques voies jalonnées de ponts, on les trouve partout en France. Le hic, c'est que la plupart de ces routes ne sont pas vraiment repérables par les néophytes que nous sommes. Et il vous est sûrement arrivé d'emprunter une voie romaine sans même le savoir. Les labours ont fait remonter à surface divers objets. On a des galets ou des cailloux comme cela. Ces grosses pierres qui devaient marquer un mur de soutènement de la voie se retrouvent ici un peu désorganisées. Et le seul moyen de comprendre à quoi elles correspondent, c'est de monter dans les airs.
C'est parti pour une séance d'archéologie aérienne. La voie, c'est donc le seul trait rectiligne qu'il y a dans le paysage. On va se mettre dans l'axe et on pourra apprécier la rectitude de ce trait. Et c'est ce qui fait la différence avec une voie romaine et une route actuelle. Cette différence, c'est le côté linéaire de la voie domitienne, alors qu'une route actuelle va éviter les reliefs, va être sinueuse pour avoir une pente régulière. En voilà la voie qui file tout droit, alors que la route, elle est vite, elle fait le détour. La voie domitienne, longue de 300 km, reliait l'Italie à l'Espagne. C'est la plus ancienne des voies romaines de France. Vieille de 2000 ans, c'est un chef-d'œuvre de génie civil. Il y a quelques années, quand les ingénieurs de la SNCF ont étudié le meilleur tracé pour le futur TGV Méditerranée, ils ont trouvé un itinéraire idéal et ils se sont rendus compte, avec quelques stupeurs, que cet itinéraire avait été déjà choisi il y a 2000 ans par les ingénieurs romains pour construire la voie domitienne. C'est le plus court, le plus simple, le plus fiable. On n'a pas fait mieux depuis 2000 ans. Aujourd'hui, la voie est recouverte par une route, par un chemin. Parfois, elle a quasiment disparu. Là, la trace de la vigne qu'on a sous nos pas, eh bien, ça marque la voie domitienne. C'est un endroit où la vigne n'a pas pu prendre. Et ici, dans la garrigue, on devine la voie domitienne à ce côté linéaire dans lequel les végétations ne veulent pas prendre non plus. Si la végétation pousse mal à cet endroit, c'est que la voie n'est pas un simple chemin, mais une véritable construction. Pour construire une voie romaine, les ingénieurs topographes commençaient par tracer un trait dans le paysage grâce à des repères et à un système de calcul d'angle. Et puis ils déblayaient le terrain et ils construisaient proprement dit la voie, puisqu'ils assemblaient, ils amassaient des matériaux. Au sommet de ces matériaux, ils faisaient un talus. Sur le talus, ils ont compacté, on le voit ici, ils ont compacté des galets mélangés avec de la terre. Et ça a été le système qu'on appelait plus tard du macadam, c'est-à-dire un mélange d'éléments fins et d'éléments grossiers, compacté pour faire une couche horizontale sur laquelle on a marché et on a roulé avec des attelages légers. Si vous voulez vous aussi marcher sur les traces des Romains, il suffit de vous munir d'une carte d'état-major. De Boulogne à Perpignan, le tracé rectiligne des anciennes voies romaines traverse les cartes. Hors des grands axes, il existe en plus des voies secondaires que l'on retrouve dans toutes les régions de France. Voici l'une des mieux conservées, celle d'Ambroussoum, près de Montpellier. Contrairement à la voie domitienne lorsqu'elle court dans la campagne, la rue sur laquelle je marche est faite de belles pierres bien assemblées, de pavés, alors que dans la campagne, la voie domitienne est faite de revêtements de galets compactés. Cette rue, vieille de 2000 ans, garde les traces des charrettes qui y ont roulé pendant des siècles. Elle reliait la voie domitienne à une sorte de relais routier dont voici les ruines. Et oui, les Romains avaient eux aussi leurs aires de repos. Hommes et chevaux y trouvaient nourriture et couchage avant de reprendre la route. Les voies romaines, c'était vraiment les autoroutes de l'Antiquité. Avec leurs grands axes pavés, les Romains ont donc été les premiers à préfigurer notre réseau de nationales et d'autoroutes. Prenons maintenant la route à travers l'histoire en direction de l'an 1000. Pendant qu'en France vit une société rurale repliée autour de ses châteaux, déchirée par des conflits, dans le sud de l'Espagne, la situation est tout autre. À cette époque, Cordoue est la plus grande ville d'Europe. C'est la capitale d'un royaume bien organisé, symbole de sa puissance, un bâtiment extraordinaire qui va traverser les siècles, la Grande Mosquée. Regardez. Cordoue, en Andalousie, le pont romain et derrière, la cathédrale. Cathédrale qui était à l'origine une mosquée, achevée en l'an 987 par le grand vizir Al-Mansour. C'était à l'époque la troisième du monde. En l'an 1000, cela fait 300 ans que les armées de l'islam ont conquis la péninsule ibérique. Cordoue est la capitale du royaume, elle compte 1 million d'habitants. Voici sur cette maquette la mosquée dans son état de l'époque. Ses dimensions sont impressionnantes. La salle de prière fait plus de 2 hectares, 4 fois la surface de Notre-Dame. Elle pouvait accueillir 40 000 fidèles. 850 colonnes reliées par une double rangée d'arcades soutiennent le plafond. La régularité de la construction témoigne de l'organisation du royaume musulman. Autre preuve de son rayonnement, ces mosaïques. Elles ont été importées de l'autre extrémité de la Méditerranée. La mosaïque est faite de marbre provenant de Byzance et pour les parties dorées, de cristal recouvert d'or.
Les couleurs de cette mosaïque n'existent pas dans l'art traditionnel de Cordoue, car le marbre ici n'a pas ces nuances bleu cobalt ou ce rouge si profond. La technique même de cette mosaïque est indiscutablement byzantine, tant du fait des matériaux extraits à Byzance que de sa réalisation par des artistes byzantins. Les musulmans ne connaissaient pas cette discipline, mais par la suite, ils l'ont appris des mosaïstes byzantins venus ici. En effet, l'empereur byzantin, pour plaire au souverain de Cordoue, lui avait envoyé 2 tonnes de carreaux de mosaïque, ainsi que le technicien qui savait les assembler. Les musulmans eux-mêmes étaient d'excellents bâtisseurs. Le bâtiment a résisté aux nombreux séismes survenus depuis 10 siècles. La technique utilisée est celle de la composition d'un support à partir de différentes parties, qui donne une grande élasticité au monument. Cela lui permet de résister aux séismes et aux tremblements de terre qui se sont succédés depuis l'époque musulmane. Le chapiteau fonctionne comme le genou d'une jambe. Quand il y a un mouvement, il plie, puis revient à sa position originale. Ainsi, le support ne se brise pas. À l'extérieur du bâtiment, les élégantes décorations des portes sont toujours visibles. Mais lorsque 230 ans plus tard, les chrétiens récupèrent Cordoue, ils vont imprimer leur marque à l'édifice. Le minaret reçoit une enveloppe de pierre qui le transforme en clocher. Quant à l'immense toit plat de la salle de prière, il va être surmonté d'une nouvelle construction, la cathédrale. Après la conquête de Cordoue par les Espagnols, le clergé chrétien n'hésitera pas à casser le centre de la mosquée pour y aménager une cathédrale gothique. Et cela en dépit de l'opposition des habitants et des critiques plus tard de l'empereur Charles Quint qui, même à l'époque, avait compris le caractère exceptionnel de ce chef-d'œuvre d'architecture. Pour continuer dans les ouvrages qui ont résisté au temps, le parc de Versailles et ses célèbres fontaines. Comment, vers 1680, il y a plus de 300 ans, les fontainiers de Versailles s'y sont-ils pris pour installer des jets d'eau dans un endroit où justement il n'y avait pas d'eau, grâce à des connaissances en mécanique et en hydraulique surprenantes pour l'époque, promenade dans le domaine du Roi Soleil. Les célèbres fontaines de Versailles, un fabuleux réseau hydraulique conçu il y a 3 siècles par le plus illustre de nos jardiniers, André Le Nôtre. Aujourd'hui, rien n'a changé. Les fontainiers ouvrent les vannes à la main, à l'aide de ces grosses clés de lyre, exactement comme le faisaient il y a 300 ans les fontainiers de Louis XIV. Jets, cascades, panaches d'eau, gouttelettes scintillantes, plus de 2000 effets jaillissent sur les marbres et sur les ors des 32 bassins des jardins de Versailles. Mais comment, à l'époque de Louis XIV, sans eau courante ni électricité, ces magiciens ont-ils réussi à faire jaillir l'eau à plus de 30 mètres de haut? D'abord grâce à la fameuse machine de Marly, une extraordinaire mécanique qui pompait l'eau de la Seine et la montait de 150 mètres jusqu'à un aqueduc. Cette machine était actionnée par 14 grandes roues à aubes mues par le courant de la Seine. Ces roues actionnaient 200 pompes. C'était à l'époque la plus grande machine de la planète. De l'aqueduc, l'eau était acheminée par de gros tuyaux vers les réservoirs de Versailles. Ces réservoirs, situés au bout du palais, dominent les jardins. Cette différence de niveau entre le réservoir et les fontaines permet donc à l'eau de jaillir. C'est le principe des vases communicants. Plus le diamètre du tuyau est étroit et plus l'eau monte haut. Aujourd'hui, toutes les fontaines de Versailles fonctionnent encore sur ce principe. Car dans les souterrains du jardin, c'est comme en surface. Rien n'a changé. Dans ce véritable labyrinthe, 20 km de canalisation en pierre et de tuyaux en plomb, construits à l'époque, continuent à distribuer le précieux liquide. Nous sommes juste en dessous de la fontaine de la Tonne. Cet enchevêtrement de tuyaux en plomb est un véritable travail d'artiste. Soudure, coude, joint, tout est resté rigoureusement identique. Et en bout de course, les tuyaux qui alimentent le jet d'eau de chaque statue. Pour que tout marche, les fontainiers avaient tout planifié, comme le diamètre de chaque tuyau.
leurs plans sont soigneusement conservés dans la bibliothèque du château. Pour entretenir ce réseau, les fontainiers d'aujourd'hui pratiquent encore des techniques que tout le monde a oubliées depuis longtemps. Voici par exemple la soudure de 2 tuyaux en plomb qu'on appelle la soudure à la louche. Même ces outils spéciaux sont pour la plupart des répliques exactes de ceux de l'époque. Du printemps à l'automne, et pendant les grandes fêtes de nuit, l'eau anime tour à tour statues et parterres et fait revivre pour quelques heures les fêtes fabuleuses que donnait Louis XIV. La plus belle prouesse des fontainiers, c'est que leurs ouvrages, bien entretenus, ont traversé les siècles. 300 ans plus tard, ils fonctionnent toujours. Et maintenant, cap sur Alexandrie, une des plus grandes cités de l'Antiquité. Une équipe française d'archéologues y a récemment découvert un immense cimetière caché sous les pieds des Égyptiens. Les anthropologues tentent désormais de faire parler les innombrables squelettes retrouvés dans cet étrange labyrinthe souterrain. Reportage dans la Cité des Morts. Alexandrie, au bord de la Méditerranée. La deuxième ville d'Égypte avec 3 millions d'habitants. Une cité à l'histoire prestigieuse, longue de 23 siècles. C'est ici, à l'emplacement de ce fort arabe, que s'élevait il y a 2000 ans une des 7 merveilles du monde, le phare d'Alexandrie. Aujourd'hui, Alexandrie livre peu à peu les secrets de son passé. Le plus extraordinaire, on l'a trouvé sous terre, au bas de cet escalier. Enfouies sous la roche pendant des centaines d'années, ces étranges salles aux parois creusées ont été mises au jour. Nous sommes dans l'antique cimetière souterrain d'Alexandrie. C'est lors de la construction de cet autopont que les bulldozers sont tombés par hasard sur la première tombe, en 1997. Depuis, les archéologues sont allés de surprise en surprise. Nécropolis, un des plus grands cimetières de l'Antiquité, a commencé à ressurgir du passé. Créé en même temps que la ville, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il a été utilisé pendant 7 à 800 ans. C'est donc 1000 ans de l'histoire d'Alexandrie que les archéologues déchiffrent peu à peu. Ici, les tombes s'enfouissent toujours plus profondément. Les salles sont creusées directement dans la roche calcaire. Les morts étaient placés dans ces caveaux rectangulaires appelés loculi. C'est un véritable dédale. Un peu partout, les archéologues ont retrouvé des traces de peinture. Chaque tombe était décorée. Une mine d'informations pour l'équipe de scientifiques dirigée par Jean-Yves Empereur, un archéologue tombé amoureux de la ville. La plupart des loculi étaient décorés d'un cadre de plâtre, souvent peint, avec une porte qui fermait donc ce loculus. Et sur certains d'entre eux, eh bien, on a retrouvé des décors, comme celui-ci, avec donc le nom du défunt. Ici, c'est une morte, Dionysia, avec une formule Christe, Kairé, donc l'excellente adieu, une formule d'adieu en grec, comme vous voyez ici, avec des lettres qui datent du IIIe siècle, IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais pourquoi du grec alors que nous sommes en Égypte? Car Alexandrie est une ville fondée par des Grecs. On y parlait donc le grec, à côté de l'égyptien, et plus tard, ce sera le latin. Alexandrie était une des villes les plus cosmopolites du bassin méditerranéen. Une des plus peuplées aussi. Des millions de personnes ont dû être enterrées ici. Le cimetière souterrain est immense. La zone, inventoriée par les archéologues que l'on voit sur ce plan, n'en constitue qu'une petite partie. Cette immensité a frappé les contemporains du cimetière. C'est en le visitant que Strabon, un géographe grec, invente le mot nécropolis.
Une nécropole de 3 km² entre la mer au nord et le lac au sud, depuis la muraille et le canal à l'est, jusque donc 3 km vers l'ouest. C'est absolument gigantesque. Et là, c'est une toute petite portion qu'on est en train de découvrir. C'est que l'immense nécropole était à l'image de sa ville. Alexandrie, la plus grande des villes grecques de l'Antiquité, la rivale de Rome avec sa muraille de 18 km de long et ses avenues aussi larges que les Champs-Élysées. Alexandrie avec ses 500 000 habitants, à qui il fallait bien offrir une dernière demeure. Sur cette zone, parce que là on a la salle Achille et là il y a 1, 2, 3 salles. Pour poursuivre leurs recherches, les archéologues ont dû se transformer en spéléologues. Ils se faufilent dans le dédale grâce aux trous creusés il y a des siècles par les pilleurs de tombes. Ceux-ci ont volé les objets les plus précieux, mais la nécropole recèle encore beaucoup de merveilles archéologiques. C'est vraiment fantastique. Comme ce plafond peint, orné de petits anges et de dauphins qui, pour l'instant, restent mystérieux. Là, ça serait une première. Il y a des dauphins qui sont... Ah, ça, ce sont des dauphins, en fait. Ouais, ça, c'est des dauphins. Peut-être était-ce la sépulture d'un couple très riche. Extraordinaire. Mais surtout, les morts sont toujours là. Ah, c'est très beau. Hein. Un petit peu d'eau. Hein. On les trouve dans les loculi tels qu'ils ont été enterrés avec les offrandes qui n'ont pas intéressé les voleurs. De petits vases à parfum, comme celui-ci, mais aussi des lampes à huile ou des vases remplis d'encens. Dans chaque tombe, beaucoup de squelettes, preuve que malgré l'immensité de la nécropole, on manquait de place. Bien. Là, il y a au moins 5 voire 6 personnes, au moins. Mais comment les a-t-on fait tenir dans un si petit espace? On pense qu'il y a une utilisation familiale de ces loculi. Et donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, ça fait 70 cm de large. Donc, quand vous avez un mort qui est au milieu, il faut bien, quand vous en rajoutez un autre, à savoir le mari ou le grand-père ou peu importe qui, il faut bien avoir de la place. Donc, on pousse les os du précédent. On appelle ça une réduction. Peu à peu, les archéologues reconstituent l'ambiance qui régnait dans la nécropole souterraine. Il ne faut pas imaginer un lieu vide, désert, mais au contraire un endroit qui est plein de vie, qui est grouillant de monde, avec tous les prêtres donc, qui président aux cérémonies, mais cérémonies d'enterrement, mais aussi les incinérations. Il y avait des bûchers en surface, on en a retrouvé la trace. Donc à ce moment-là, les familles se réunissaient ici, venaient visiter leurs morts, leur faire des petites offrandes, un petit vase rempli d'huile parfumée, une petite lampe à huile, un petit autel à encens, toutes sortes de camelotes qu'on vendait donc en surface. Malheureusement, depuis février 2000, les fouilles entreprises ont dû s'arrêter. En effet, la construction du pont a repris, recouvrant par la même occasion ce trésor d'archéologie qu'était Nécropolis. Un trésor qui, faute de temps, n'a pas pu révéler tous ses secrets. Plus proche de nous, nous allons assister à la renaissance du bâtiment qui est devenu le symbole de la Révolution française, la célèbre prison de la Bastille. Si elle était toujours debout, comment s'inscrirait-elle dans le paysage de Paris? Balade place de la Bastille, entre réel et virtuel. 14 juillet 1789, le peuple parisien prend d'assaut la prison de la Bastille. Un événement qui deviendra l'emblème de la Révolution française. Sur l'actuelle place de la Bastille, il ne reste aucune trace de la forteresse. Et la colonne qui trône au centre de la place n'a aucun rapport avec la prison disparue. Alors, la Bastille médiévale, la forteresse qui a été prise en 1789, ne se trouve pas ici, à l'emplacement de la colonne de Juillet, mais se trouvait plutôt là-bas, à l'entrée de la rue Saint-Antoine. Le tracé de la Bastille a été matérialisé au sol, et c'est ces traces qu'on va voir. Ces traces dans le pavé délimitent en effet le pourtour de la forteresse. Une bâtisse massive, mais pas immense. Sa façade ne faisait que 60 mètres de long. Aujourd'hui, l'emplacement de la prison est en partie recouvert par un bloc d'immeubles. Évidemment, à la fin du XIVe siècle, quand la Bastille a été construite, le paysage était très différent. À l'époque, la ville est uniquement derrière nous. Et en face de nous, ce ne sont que des champs,
des moulins. C'est vraiment la pleine campagne qui est séparée de la ville par un ancien bras mort de la Seine. Et voilà à quoi ressemblait la place en 1420. Avant d'être une prison, la Bastille était à l'origine une forteresse destinée à défendre l'entrée est de Paris. Le vestige le plus parlant de la forteresse, le voici. Il a été déplacé à environ 200 mètres de l'actuelle place de la Bastille, dans un petit square près de la Seine. Quand on a construit le métro, la ligne 1 du métro en 1898-1899, on est tombé sur une fondation d'une des tours de la Bastille. On a déplacé ces vestiges et on les a mis ici. Bien maigres ces vestiges. Alors, pour faire renaître le célèbre monument, E=M6 a fait appel à l'image de synthèse. Comme ça ? Ouais. Première étape, la modélisation et le positionnement de l'image virtuelle sur l'image réelle. Ça serait à peu près... Pas si facile. Plus délicat encore, la représentation des pierres sur les façades. Les solutions sont infinies, là encore l'opération se fait sous l'œil critique de l'historien. On pense que la pierre qui a servi à la construction de la Bastille provenait des carrières de Charenton. Alors c'est un calcaire. En fait, le joint est un peu épais. C'était une construction royale et c'était une construction de qualité. Donc on utilise de la belle pierre, bien solide, et le joint est peu apparent. Finalement, pour éviter tout malentendu, le choix s'arrête sur une simple couleur. Pourtant, vous allez le voir, le résultat est impressionnant. Et le symbole de la Révolution peut renaître. D'abord sous sa forme primitive, la vieille porte Saint-Antoine, qui marquait la limite est de la capitale. En 1370, le roi Charles V s'appuie sur cette porte pour construire une forteresse. L'objectif est tout autant de défendre la ville que sa royale personne. Un système de fortification est d'ailleurs installé autour de la forteresse. De près, l'édifice semblait alors imprenable. D'autant que 200 ans plus tard, on y ajoute même un bastion en forme de triangle dans lequel on pouvait disposer des canons. Pourtant, en 1789, les révolutionnaires n'ont aucun problème pour y pénétrer. Grâce à la complicité des gardiens, ils entrent dans la forteresse par le sud. Alors l'entrée de la Bastille en 1789 se fait par la façade sud. C'est celle à laquelle nous faisons face actuellement. Et c'est par là que les révolutionnaires de 1789 ont pénétré. Ça correspond grosso modo au passage pour piétons actuel. Ce groupe de touristes pénètre dans la Bastille. Et ils ne le savent pas. Voici donc en exclusivité le chemin parcouru par les assaillants. Entrée par le pont-levis, puis direction le bâtiment du gouverneur qui commandait l'édifice. La prison était alors presque vide. Les cellules des tours ne contenaient que 7 malheureux détenus. Mais peu importe, la révolution était en marche. À l'origine emblème de l'autorité toute puissante du roi, la place de la Bastille est finalement devenue en 2 siècles un lieu privilégié de sortie pour les Parisiens, avec ses cafés et son opéra moderne. Si vous allez un jour au Pérou, vous pourrez visiter les vestiges de la civilisation Inca. Et vous serez frappé de voir que l'architecture de leurs bâtiments n'a vraiment rien à voir avec celle du monde occidental. Ils sont constitués d'énormes blocs incroyablement taillés et ajustés. Comment les Incas, qui ne connaissaient ni la roue ni les outils en fer, ont-ils pu les assembler? Aujourd'hui, les archéologues ont enfin des réponses. Voyage dans la civilisation du Temple solaire. Dans une vallée des Andes, les murs de ce fort Inca sont parfaitement conservés 500 ans après leur construction. Des murs étonnants à plus d'un titre. D'abord leur forme. Regardez, les Incas n'aimaient pas les angles droits. Les arêtes sont obliques, les fenêtres en forme de trapèze. Un peu plus bas, près de Cusco, cette forteresse aux blocs énormes. Comment les Incas ont-ils transporté et assemblé aussi parfaitement ces monstres de plusieurs dizaines de tonnes? Luis Barreda est un des archéologues qui ont percé leur secret. Premier problème, le transport des blocs. Ils utilisaient des câbles et des lanières en cuir de lama. Ils avaient aussi des poulies et des troncs d'arbres pour attacher et déplacer chaque bloc. Chaque câble était tiré par 50 à 100 hommes. C'est ainsi qu'ils faisaient glisser sur le sol des pierres comme celle-ci. Regardez cette reconstitution. 8 hommes seulement parviennent à déplacer un bloc d'1,5 tonne.
À chaque traction, le bloc se déplace de 20 à 50 cm. C'est peu, mais à l'époque, la notion du temps était différente. On pouvait facilement prendre 2 à 3 mois pour déplacer un bloc. Une fois arrivé sur le site, le bloc était taillé pour intégrer des murs comme celui-ci. Toutes ces pierres ont une forme différente, mais elles s'emboîtent parfaitement. La légende raconte que les Incas avaient découvert une herbe qui leur permettait de découper la pierre. La vérité est plus prosaïque. Pour tailler un bloc, les Incas tenaient d'abord compte de la forme originelle de celui-ci. Dans toutes les carrières ici, les roches possèdent ces fissures d'exfoliation provoquées par le gel. Elles permettaient et même elles facilitaient la taille des blocs avant la pose. Les Incas dégrossissaient donc les blocs en les taillant le long des fissures. Mais comment parvenaient-ils ensuite à une telle perfection dans l'assemblage? Il n'y avait ni mortier, ni agrafe en métal pour les assembler. C'est pour cela qu'ils les ont taillés ainsi. C'était un travail de précision. Ils creusaient soigneusement des alvéoles dans la rangée du dessous pour recevoir les nouveaux blocs qui venaient s'emboîter comme les dents dans une mâchoire humaine. Un travail effectué avec pour marteau de simples galets de pierre. Ajoutez un bon tour de main, beaucoup de patience, voilà les secrets des Incas. Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire. C'est ici que ces grands bâtisseurs ont construit leurs chefs-d'œuvre. Malheureusement, les Espagnols les ont détruits pour bâtir à la place leurs propres édifices. Des palais incas, il ne reste aujourd'hui que les soubassements. Dans la rue d'Atun Rumiyok, on peut découvrir une véritable star, souvent photographiée. Une pierre inca qui ne compte pas moins de 12 angles. Vous savez, c'est difficile de tailler des pierres parfaitement rectangulaires. Alors, le plus souvent, les Incas s'adaptaient à la forme primitive de chaque pierre et ils la retaillaient en tenant compte des pierres voisines dans le mur. C'est le cas de cette fameuse pierre aux 12 angles. Elle a en effet 12 angles pour s'emboîter parfaitement avec les autres blocs du mur. Chez les Incas, un tailleur de pierre était affecté à un seul bloc. Il a dû mettre des années à finir celui-ci. Ce mur à l'arrondi parfait, c'est ce qu'il reste du grand temple du soleil. Les Espagnols en ont démoli la majeure partie pour bâtir un monastère, mais il en reste quelques vestiges. Ici, on peut observer une chose très importante, l'inclinaison des murs. Ce qui est très étonnant, c'est qu'ils sont inclinés vers l'intérieur. Il s'agit d'un type de construction radicalement différent de celui de l'époque contemporaine. En effet, les murs sont inclinés vers le centre du bâtiment, de manière à s'appuyer les uns contre les autres. Conséquence, l'existence de forces horizontales qui unissent les blocs de pierre. C'est pourquoi on peut enlever des blocs du mur sans que le reste s'effondre. Démonstration. Regardez ici, on a enlevé 2 rangées de pierres sans que celles qui sont au-dessus ne tombent. Pourquoi? Parce qu'ils s'exercent entre elles des pressions horizontales. Étonnant. Essayez de faire la même chose avec un mur en pierre de taille de chez nous. Vous verrez la différence. Après la conquête de l'Empire, les colonisateurs espagnols abandonnent les techniques de construction inca. Ils emploient, comme partout, des pierres liées par du mortier ou des briques. Résultat, des murs beaucoup moins résistants. Pendant le tremblement de terre, beaucoup de ces murs rajoutés sont tombés. Mais le mur inca a résisté. C'est pourquoi on dit par ici que les Incas se sont secoués, comme pour se débarrasser de la domination espagnole. Finalement, les techniques de construction inca n'ont rien de mystérieuse. Elles sont juste très éloignées des nôtres, comme on peut le voir à Cusco, où les murs incas et les monuments espagnols sont juxtaposés. Lesquels dureront le plus longtemps? Les Incas construisaient pour l'éternité, et il y a beaucoup de chances qu'ils ne se soient pas trompés. Et c'est d'ailleurs dans cette vallée de Cusco qu'est né l'Empire Inca aux alentours de l'an 1000. Lors de son apogée, à la fin du XVe siècle, il s'étendait du Pacifique à la forêt amazonienne. L'Empire des 4 quartiers inclut non seulement le Pérou, mais aussi une partie de l'Équateur, de l'Argentine, de la Bolivie et même du Chili. Voilà, notre périple au cœur de l'histoire s'achève. Nos ancêtres étaient donc capables de prouesses qui impressionnent encore les ingénieurs actuels. De nos jours, on se permet moins de mettre en chantier pendant des dizaines d'années des constructions au coût pharaonique.
On choisit donc de construire des bâtiments rapidement, mais ils résistent peu aux assauts du temps. Saurez-vous maintenant répondre aux questions de notre quiz? À très bientôt.